Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire d'Amazon, les grandes décisions qui ont été prises et qui ont amené Amazon à ce qu'il est aujourd'hui. Donc on va voir ses débuts, qu'est-ce qu'il faisait au début, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, toutes les décisions qui ont été faites, l'automatisation, comment on remet continuellement l'utilisateur, le client dans la boucle pour toujours lui rapporter plus de valeur, toujours s'améliorer à ce sujet-là. Alors j'ai découpé ça en 5 grandes phases. Mais avant ça, je vais vous montrer vaguement les interfaces qu'il y avait à l'époque. Alors, j'ai pas pu le retrouver avant 2006, malheureusement, parce que tous les sites d'archivage du web non plus les sites d'Amazon. Euh, bon, tant pis. Mais beaucoup, je vais quand même vous montrer à partir de 2006, hein, qui a déjà une époque bien marquée. On va aller vers 2011 où c'est déjà un peu plus épuré, un peu moins flashy, bien que et enfin, on va attaquer les époques un peu plus actuelles, 2016, qui a commencé déjà à remonter un petit peu, déjà 8 ans, hein, et juin 2004-2024, soit aujourd'hui, quand je... Enfin, il y a 2 jours quand j'ai récupéré cette screenshot. Voilà, on reconnaît déjà un peu plus, hein, avec tous les éléments en haut. Et c'est parti, on va voir ça, toute l'évolution qui est. Alors les débuts, très important. Donc site statique, bon là moi c'est mon côté un petit peu forcément technique. On est sur un monolithe, on n'est pas là à chercher de l'hexagonal, du microservice, de ce que non. On prend de l'efficace, c'est du PHP, c'est classique dans le e-commerce et même pour l'époque. On va taper un serveur, on exécute, on appelle, enfin un utilisateur appelle, le serveur répond, content, au revoir. Ok. La plus-value d'Amazon, c'est pas leur site, c'est la gestion des stocks. Eux, leur but, c'est d'avoir un maximum de produits et de pouvoir les proposer. C'est un commerçant, mais c'est un commerçant à une échelle un peu plus élevée quand même. Donc, au début, il faut le noter, la gestion des stocks est entièrement manuelle. Ce qui veut dire qu'on passe une commande, il faut récupérer le catalogue, il faut voir s'il y a encore une commande. Potentiellement, il n'y a plus l'article que vous avez demandé parce que ça n'a pas été mis à jour à temps, parce que etc. C'est l'époque qui veut ça. Hein. On n'avait pas tout centralisé à ce moment-là. Donc tout est manuel. On vient mettre à jour tout, on vient envoyer le colis et compagnie. Alors, j'ai beau avoir mis en 5 parties les années, et j'ai été obligé de redécouper les expansions du catalogue parce que justement ça a été très très vite dès le début. Au début, on faisait que du livre, c'était une librairie en ligne Amazon. Ça s'est très vite parti vers le CD et DVD donc pour la musique. Et dès 96 et en 87, on passe à l'international. Là, via une levée de fonds en bourse, enfin une introduction en bourse et une levée de fonds qui ont permis l'international. On va revenir sur l'international juste après. Les services supplémentaires qui ont été très très rapides à être mis en place, les recommandations et critiques clients. Alors il faut noter qu'à l'époque, il n'y avait pas ça du tout. Si vous n'étiez pas un critique reconnu, vous n'aviez aucune raison de critiquer un produit sur le net. Même critiquer tout court en fait. Hein. Personne, c'était pas logique du tout. Aujourd'hui, ça nous paraît normal. À l'époque, c'était invraisemblable. Il y a même des gens qui critiquaient, mais de quel droit ils pouvaient parler de ça. Aujourd'hui, non, quand on ne l'a pas, ça nous paraît même illogique qu'on n'a pas notre petite note, notre petite étoile, notre petite recommandation qui va bien. Elle nous paraît assez bizarre. Donc ça, c'est aussi ça qui est... Alors, c'est pas eux, je crois pas qu'ils l'aient inventé, mais ils étaient carrément dans les premiers à le mettre, et surtout à cette échelle-là. Et le service client qui a été très vite mis en avant parce que justement, vu que vous n'étiez pas en physique, il fallait rassurer énormément les clients avec un support, avec, je sais pas, des relancements, enfin pas des relances, des renvois, des remboursements, etc., etc. Donc très vite, ils ont mis beaucoup l'aspect sur le service client pour qu'il soit rapide et efficace. L'expansion logistique, donc la mise en place des premiers centres de distribution, parce qu'ils servaient autant de stockage au début, de stocker tous les colis, tous les livres, tous les CD, DVD et compagnie, que distribuer, donc faire les colis et les envoyer comme il va bien. Donc très vite, il a fallu en faire même plusieurs, ils ont très vite mis les fonds pour le faire aussi, et surtout ils ont standardisé les entrepôts. Donc on parle de processus, on va récupérer la liste complète des éléments qu'on veut faire. Et aujourd'hui, si vous êtes dans un entrepôt Amazon ou un autre, il est relativement similaire. Vous ne serez pas perdu entre l'un ou l'autre. Il s'agit même d'avoir des tailles, enfin des tailles similaires, oui. Des échelles un peu différentes et forcément entre l'historique et le nouveau, il y a des différences aussi. Mais ils vont chercher toujours à avoir les mêmes zones et les mêmes facilités à le faire pour aussi que toute leur base
d'apprentissage aujourd'hui soit meilleur. On va voir, il y a pas mal d'optimisation sur le sujet, et comme je dis, si vous avez compris qu'Amazon, c'est de la gestion de stock, ça va surtout être à ce niveau-là que les gros éléments, les gros choix vont être faits et vont marcher. Et la croissance internationale, on en a rapidement parlé, c'est grâce à la levée de fonds. Ils ont, dès 87-97, commencé à partir sur l'international, donc très très vite. 2000-2005, alors, nouvelle période, là on parle vraiment, on va automatiser les choses à fond. Première chose, ils vont déjà ouvrir encore plus. Après la musique, ils vont partir sur l'électronique, des vêtements et compagnie. Donc euh, ils vont accélérer énormément les choses aussi à ce sujet-là. Ils vont ouvrir pas mal de catégories. Et donc, ils deviennent officiellement un e-commerce généraliste. Ils sont enfin reconnus pour ça. Le WMS, donc le Warehouse Management System, donc en français le système de gestion des entrepôts, c'est justement une automatisation des gestions des stocks. On va commencer enfin à automatiser la gestion des stocks. Donc quand on passe la commande sur le site, ça décroît directement le nombre d'articles. On va le passer en réservé et compagnie. Tout ça, c'est enfin automatique, ce n'est plus manuel. C'est un gain de temps considérable et c'est surtout un gain, une réduction des erreurs. On a arrêté d'appeler le client pour lui faire finalement votre colis n'est pas disponible. Voilà, tout ça, c'est ce que permet ce genre de choses. C'est assez génial et aujourd'hui, c'est impossible de faire autrement. Si vous n'avez pas une base de données qui est commune entre l'entrepôt et le site, vous allez vous tirer une balle. Développement de systèmes logistiques pour gérer l'augmentation des volumes. Donc pareil, là, ils vont aussi dans un second temps augmenter le nombre d'entrepôts et de centres de distribution pour accélérer les choses. Et donc ils vont aussi continuer les processus, la standardisation et compagnie pour toujours aller plus vite, plus rapidement et plus efficacement. Ils vont lancer AWS, je le note parce que ça peut être intéressant quand même. Ils ont bien senti qu'ils commençaient à avoir une sacrée force parce qu'ils avaient un besoin en fait. Ils commençaient à avoir beaucoup d'utilisateurs. Donc ils ont mis des efforts sur la création d'un cloud pour eux et ils l'ont fait finalement public en donnant leur service euh, à tous ceux qui le voulaient finalement. Et donc ils proposent AWS, donc qui est actuellement le plus gros cloud qui existe, donc Amazon Web Services pour ceux qui cherchaient. Euh, et ils proposent les premières offres de SaaS permettant aux entreprises d'utiliser l'infrastructure d'Amazon. Forcément, ça fait des revenus en plus, ça leur permet aussi de montrer à quel point ils sont costauds techniquement, et ça permet à eux aussi de passer du temps pour être encore meilleurs techniquement. Donc c'est aussi un triple effet qui est quand même assez positif. Optimisation de la logistique, mise en place des processus logistiques avancés, donc ça j'en parlais très rapidement. Ils vont encore accélérer les expéditions, ils vont lier la base de données pour avoir en direct tel élément sont réservés, il faut l'envoyer à telle personne, il n'y a plus qu'à suivre la commande, il n'y a plus à récupérer les infos à droite à gauche, donc ça simplifie énormément le travail et il n'y a plus qu'à faire le colis et l'envoyer. Développement d'algorithmes pour optimiser les chaînes d'approvisionnement. On va tenter aussi non, c'est pas encore, c'est la phase d'après. Donc là, c'est ce que je dis à l'instant, justement, on va mettre de l'automatisation, de l'algorithme en amont directement pour tout lier et que tout soit efficace au maximum. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer. On va encore améliorer ça, je vous rassure. Il y a encore pas mal de points qui vont venir. L'expansionnateur, pour le coup, on va ajouter les recommandations de produits basés sur les algorithmes. Alors, ça marche pas terrible. Il y a encore relativement peu d'articles, donc ça marchouillote, on va dire. Mais c'est déjà aussi une envie de le faire. Dans l'étape suivante, vous allez voir, ça va beaucoup s'améliorer. En trichant un petit peu, on va voir ça. Mais voilà, le développement de la plateforme pour une meilleure navigation, forcément, le site, ils vont essayer de l'améliorer, de l'améliorer, de l'améliorer. Ça, c'est un problème continu. On veut toujours avoir un site plus efficace. Donc on va réduire le nombre d'éléments, parfois en augmenter. Le but, c'est quand même qu'il y ait le moins de clics possible avant d'arriver à l'élément final qu'on veut sélectionner. Voilà, ici c'est la commande. Donc l'expansion internationale, pour le coup, l'expansion d'Amazon et des nouveaux marchés internationaux. Donc là, on va encore plus accélérer, on accélère. Et ouverture de nouveaux centres de distribution à l'échelle mondiale. Parce que à l'origine, pour le coup, ils ont envoyé quasiment tout depuis les États-Unis. Donc là, on attaque vraiment pour être le plus proche possible. Et vous allez voir que même là-dessus, on va avoir de sacrés points, de sacrées améliorations et des choix qui n'ont pas été faciles à prendre de leur côté. Donc justement, étape suivante. Donc moi je note, c'est aussi pour l'aspect technique, l'arrivée de Amazon S3 et de C2.
Pour faire très très simple, S3, donc le Simple Storage Service, c'est du stockage de fichiers. Du stockage de fichiers qui est tout ce qui est sur Internet. Le stockage, c'est ce qui vous coûte. C'est ce qui coûte le plus cher. Que ce soit du stockage de code, du stockage de fichiers, du stockage d'images, tout ce que vous voulez, ça va vous coûter cher. Donc ils ont proposé un service pour réduire les coûts au maximum et stocker le plus facilement possible. Et les EC2, les Elastic Compute Cloud, donc c'est des machines, on va dire des machines virtuelles pour faire simple, et on va pouvoir faire tourner des applications comme ça facilement dessus. Et ce qui permet, justement, comme ces machines virtuelles, de pouvoir en avoir une ou 15, pas de problème. C'est prévu pour mettre de la charge et on peut accélérer énormément les choses au besoin. Donc ça, c'est aussi des choix pour l'amélioration aussi de leurs équipes techniques. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi pour montrer qu'ils sont bons techniquement, de se faire reconnaître, de vendre cette compétence en plus de l'utiliser de leur côté. Côté logistique, pas mal d'améliorations aussi. On va intégrer des robots dans l'entrepôt. On va commencer à avoir les premiers robots. Étape suivante, vous allez voir, ça va être des robots que vous commencez à connaître un petit peu. Là, on n'y est pas encore. On est vraiment sur les tout débuts et on va avoir des grosses améliorations comme du WMS, donc le système, la gestion d'entrepôt, le système d'entrepôt. Alors le mot français, j'ai du mal. Système de gestion d'entrepôt. Désolé, je fais tout en anglais. Et l'expansion des sites AWS, donc là pareil, donc le RDS, ça va être en delà du S3 avec le stockage. Là, c'est le stockage de base de données, donc c'est un autre type de stockage un peu plus précis. Et surtout une base de données relationnelle, parce qu'ils ont un gros besoin pour pouvoir mettre tous les éléments dans tous les sens. Et très rapidement, je note que la AWS déjà devient un des piliers en tant que cloud public, accessible en tout cas. Ça devient déjà un mastodonte, déjà à cette époque-là. Donc là, pour rappel, on est déjà en 2006, entre 2006 et 2010. La croissance du catalogue, donc ils vont encore diversifier massivement. D'ailleurs, j'ai rappelé électronique et vêtements, mais en fait, c'est parce qu'ils ont énormément explosé tous les éléments électroniques, et les vêtements, ils ont aussi explosé les catégories. Ils en faisaient un peu moins au début. Maintenant, vous pouvez quasiment trouver à ce moment-là tout type d'électronique, tout type de vêtements, que ce soit n'importe quoi. Automatisation des chaînes d'approvisionnement et distribution, qui vont continuer à automatiser, à simplifier. Ils vont mettre des algorithmes dans tous les sens. Ils vont réussir en fait, à pouvoir donner des ordres aux gens, d'avoir la liste complète. Chaque personne peut avoir la liste de ce qu'il veut avoir à faire. Il y a de moins en moins de manuels, de papier, d'imprimer un papier, il me faut ça, 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 ça. Là, on peut déjà commencer à voir les choses relativement claires. Et l'automatisation, enfin, en tout cas, moins de crayons, de rayures ou je ne sais quoi d'autre sur des listes on peut faire. L'automatisation et l'innovation. Alors là, on va commencer à s'amuser un petit peu. L'automatisation accrue des processus de gestion de commande des stocks. Donc on va encore s'amuser. C'est vrai que c'est à peu près similaire à ce que j'ai dit juste avant. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les recommandations de produits. Donc on a vu qu'on a essayé de mettre des algorithmes pour le faire l'étape précédente. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir des recommandations beaucoup plus précises. Et c'est le Amazon Mechanical Turk, le Turc mécanique, qui est une référence à un joueur d'échecs. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir Mechanical Turk ou Turc mécanique. C'est une histoire qui est très belle, qui est très amusante. Et il faut savoir que c'est ce qui est encore utilisé pour beaucoup d'entraînement à des IA. On va en fait demander à des humains de classer des choses pour des moindres coûts, en tout cas pour être payé à la tâche. Et ça permet d'entraîner énormément de bases de données par des humains pour des IA aujourd'hui. Et l'amélioration de l'expérience client, toujours, c'est très important. Mise en place des services de livraison plus rapides et plus fiables. C'est aussi pour ça que Amazon s'est fait reconnaître aujourd'hui, c'est qu'ils ont des livraisons extrêmement fiables. Surtout en comparaison de d'autres. Si vous allez aux US, aux États-Unis, vous avez des livreurs qui sont reconnus pour avoir des livraisons où ils repartent avec votre colis, ou alors ils shootent dedans, enfin ils n'en prennent pas forcément soin. Amazon n'a pas du tout cette vision-là, et ça date déjà de cette époque-là. Et l'introduction aux fonctionnalités de suivi de commande en temps réel, ça c'est assez génial, vous pouvez suivre votre commande. Donc dans les automatisations accrues de processus, ils sont tellement sûrs d'eux en termes de suivi de la commande qu'ils peuvent le proposer aux clients. Alors que
À cette époque-là, en tout cas, personne ne le faisait autrement, hein. C'était même une hérésie. Enfin, montrer les processus internes à un client, c'est- c'était pas possible. Allez, on va passer à la suite. Donc déjà, l'avant-dernière période, ça commence à être un peu long. J'espère que vous me suivez encore. Et vous allez voir, là, vous allez retrouver quelques éléments extrêmement intéressants. Déjà, on va retaper sur du machine learning, mais maintenant, le machine learning, il nous permet de faire de la prévision à la demande. C'est-à-dire que précédemment, on a X commandes, et donc on va on a plus assez de, je sais pas, d'un produit, on va dire un livre quelconque, on n'a plus assez de celui-là. Bon, précédemment, on n'a plus assez, on va recommander un stock et on va le recevoir. Non, là, on sait que en moyenne, on a tant d'appels. Plutôt que de partir sur des moyennes, on va essayer de faire du machine learning, d'essayer de comprendre la mouvance. Est-ce que le mois précédent, c'était juste un effet de mode qui a fait que tout le monde a commandé le livre? Est-ce que ce mois-ci, ça va être la même chose? Est-ce que ça va être croissant? Est-ce que ça va être décroissant, la demande? Bah, tout ça, ça va être des prévisions. C'est de l'analytics, c'est des choses comme ça. Et donc, déjà mettre des éléments d'IA là-dedans, c'est déjà extrêmement intéressant. Dès 2012, me semble d'ailleurs. Et forcément, bon là je note aussi l'optimisation dans les algorithmes de routage. Donc on va essayer de router tout simplement tous les éléments qui vont bien, envoyer les colis où il va bien, où ils vont bien, etc. Pour que chaque, pour qu'on soit aussi au plus fin. C'est-à-dire qu'un centre de distribution qui a une grosse demande sur un sujet, bon, on va l'envoyer chez lui. S'il y a très peu de demandes pour ce produit-là dans le centre de distribution d'à côté, on va lui en envoyer beaucoup moins. Donc chaque centre va être finalement beaucoup plus fin en fonction de ses demandes à lui. Et la gestion des stocks en temps réel pour une activité immédiate. Donc on avait le suivi temps réel, hein, semi-temps réel en réalité précédemment. Là on a carrément la gestion des stocks temps réel. Donc on a vraiment on est très très fin sur qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui va partir. Et on est capable d'avoir tous ces éléments en temps réel pour l'entreprise, c'est génial. La livraison en un jour, donc livraison rapide en un jour, euh, on va encore améliorer le nombre de centres de distribution et on va les mettre surtout le plus proche possible des villes, des grandes villes. Ils vont faire leur propre réseau de livraison qui s'appelle Amazon Logistics, parce que c'était parce qu'en fait il y avait un tel besoin, il y avait tellement de personnes, d'intermédiaires qui travaillaient avec, qu'ils ont décidé de se dire allez, on fait nous-mêmes, comme ça on maîtrisera. C'est aussi ça, Amazon, ils adorent faire un élément comme ils ont fait pour AWS. Ils avaient un gros besoin technique, ils ont fait ok, on va répondre nous-mêmes à ce besoin, pourquoi pas. Et enfin, je vous disais qu'on allait améliorer encore les robots. On va avoir les robots Kiva qui arrivent en 2012. Et un robot Kiva, ça ressemble à ça. Et c'est capable, enfin, en haut, là, vous voyez une espèce de colonne avec des éléments. Et en fait, le petit robot va porter ces colonnes. Aujourd'hui, on est encore sur une génération encore après, que j'ai pas noté forcément, qui vont pouvoir aller des entrepôts. On est même capable, alors pas forcément chez Amazon, mais on a aussi des robots qui sont capables de monter à des racks en hauteur, venir chercher un truc en particulier et repartir avec. Mais bon, là, on est encore loin du cas, là. On va déjà avoir un stockage où on n'a plus besoin de se déplacer physiquement pour chercher ce qu'on veut. On dit ce qu'on cherche, on fait toute une pile de ce qu'on cherche d'ailleurs, qui est automatique en bonne partie, et ça va arriver à la suite les différents robots, tous les éléments dont on a besoin. Il n'y aura plus qu'à, bien sûr, derrière faire les colis, qui ne sont pas encore automatiques, loin de là. Les technologies et innovations, plateformes, technologies, pardon, excuse-moi, j'ai raté une étape. Les systèmes de livraison last mile, donc là c'est le dernier kilomètre. Alors, pareil, pour pouvoir livrer en un jour, hein, en même temps qu'ils ont commencé à construire des grands centres de distribution à côté des grandes villes, c'était dans ce but de faire en un jour via le dernier kilomètre. Alors, le dernier kilomètre, il faut savoir que quand on fait de la livraison, le dernier kilomètre, c'est celui qui va coûter le plus cher. Parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que vous n'avez pas géré la grande masse de colis, vous allez devoir en gérer que quelques-uns parce qu'il faut le livrer et vous ne pouvez pas mettre 10 000 colis dans un camion pour qu'il puisse livrer dans la journée. Il n'aura pas le temps. Donc j'ai obligé d'avoir plein de petits camions pour le faire. Donc ils ont voulu améliorer ça. Ils ont par exemple proposé Amazon Lockers, qui sont des points de collecte que vous pouvez retrouver. C'est des
c'est des casiers dans lesquels vous venez, et puis ils vont livrer un maximum de colis dedans, et vous venez avec un petit code pour récupérer votre colis. Ce qui permet de centraliser, de ne pas faire 3000 maisons différentes, ou 3000 appartements, ou 3000, etc. Ils viennent à un point, ils livrent tout, et c'est fini. Alors ça prend un peu de temps forcément, mais ça prend beaucoup moins de temps que se déplacer de maison en maison, de savoir est-ce que la personne est là, pas là, etc. Et on va encore améliorer bien sûr le routage, hein, toujours, c'est important. La livrée, enfin les éléments. On va continuer sur le big data et l'IA. On va améliorer énormément tout ce qui va être sur le site. En fait, la recommandation, c'était une chose, c'est via Mechanical Turk. Bien sûr pas en fait. C'est toujours utilisé. Les recommandations sont toujours pas assez fiables pour être utilisées via le big data et les IA. Mais on peut commencer à améliorer les recommandations faites par l'utilisateur, les critiques faites par l'utilisateur, pour savoir s'il y en a un qui est plus intéressant qu'un autre, pour les remonter par exemple. Système de suivi de traçabilité en colis en temps réel, on avait le suivi en quasi temps réel, semi-temps réel avant, maintenant on est vraiment sur du temps réel. On peut savoir le colis est dans tel camion à tel endroit, avec même la puce GPS au besoin. Euh, et voilà. L'extension de programme Amazon Prime, donc ils vont commencer à faire des services un peu plus larges et donc des livraisons ultra rapides. Donc on est vraiment sur le rapide, last mile et compagnie. Partenariat et compagnie, donc là je vous faisais, ok, ils vont augmenter aussi le nombre de personnes avec qui ils vont travailler pour le transport et ils vont en fait, c'est parce qu'il y a un nombre de commandes hallucinant et donc ils n'ont pas pu tout gérer, donc forcément ils ont dû augmenter aussi à l'international le nombre de personnes, le nombre d'entreprises avec lesquelles ils devaient travailler. Allez, dernière partie, moi je commence à fatiguer au niveau de la voix là. Dernière partie, donc là il y a encore plein d'améliorations. Et j'ai dû couper, on a 8 ans dans les dents là, c'est assez intéressant. Il y a des choix, vous allez voir, qui ont été faits, on va voir si ça prend ou pas. Mais c'est des tentatives, et finalement une tentative qui est un échec ou pas, c'est toujours intéressant, que ce soit un échec ou pas. S'il faut être la prise de décision, une situation, bah, ça vous apprend si le marché est là et pas là, ou n'est pas encore là. Donc ils ont amélioré les IA et machine learning, les recommandations et la logistique, ils vont encore mettre une couche. SageMaker, c'est un des services proposés par AWS justement pour ce genre de choses, pour de l'IA. Donc finalement, voilà, eux-mêmes, ils ont standardisé un petit peu leur gestion de l'IA et ils le proposent aux autres. On revient toujours à bah, je suis expert, je propose mon expertise et je me fais reconnaître pour ça. Donc AWS Outpost et Wavelengths. Donc ça, c'est plus pour des besoins plus spécifiques. Mais bon, il est clairement reconnu et reconnu comme le leader mondial du cloud computing, donc vraiment du cloud public comme on entend en France. Là, il n'y a même pas à discuter. Certains pourraient vous dire que c'est moins bien que d'autres. Personnellement, c'est pas forcément mon avis. Ils sont tous un peu similaires. Ils ont tous des services relativement similaires. Maintenant, AWS est quand même un petit peu devant en termes de volume géré. L'automatisation d'entrepôt, donc ils vont toujours, hein. Donc on continue toujours à l'intégration de la robotique, on change de version de robot, on améliore finalement, on va pas chercher à porter une étagère complète, on va chercher par exemple à récupérer des éléments, on va pouvoir améliorer pas mal de choses de ce côté-là. Et ils sont toujours en train de chercher à s'améliorer sur les robots, sur comment ils peuvent automatiser au maximum leur entrepôt. L'idéal d'Amazon, ce serait même carrément de ne plus avoir un seul humain dans l'entrepôt, ce qui n'est pas possible pour un problème de sécurité en tous les cas, mais c'est un rêve qu'ils voudraient bien atteindre. Pardon. Donc intégration continue, on est quand même à ce niveau-là, ouais. Et livraison innovante, alors je dis ça parce que c'est quand même enfin moi ça m'amuse un petit peu. On a pas mal d'écrits sur Prime Air, qui est de la livraison par drone qui a été officialisée en 2020, on en parlait déjà avant, et qui a été autorisée, je crois, sur le sol australien en 2022. Alors, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que ça prendra, est-ce que ça prendra pas? Ça pose énormément de problèmes d'un point de vue sécurité. Et comme vous avez pas mal de drones dans l'aérien, enfin, en fait il y a une sécurité aérienne qui est compliquée, il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas l'autoriser. Donc à voir s'ils vont réussir à pousser les choses ou pas. Mais c'est intéressant de voir comment c'est fait. Et typiquement, quand on parlait du last kilomètre, donc le dernier kilomètre, bah là, ils peuvent peut-être l'automatiser. L'idée initiale, il me semble que c'était de parachuter les drones, enfin les parachuter, envoyer les drones depuis une montgolfière.
qui avance petit à petit, et les drones viennent vider la montgolfière en livrant tous les colis et en revenant à la base après coup. Enfin, à chaque fois pour le coup. Euh, à voir ce que ça va donner. Pareil, ils veulent utiliser aussi des véhicules autonomes. Alors, j'ai moins eu d'articles dessus, parce qu'il y a aussi pas mal d'autres entreprises qui cherchent à avoir des véhicules automatisés, à voir comment ça marche. Et ça, c'est vraiment des promesses, enfin des promesses, des tentatives pour les années futures. Et je suis très curieux de savoir si ça va fonctionner ou pas. Pareil, ils vont commencer avec Prime Now aussi, enfin, ils vont encore plus pousser les choses. Je note aussi Amazon Key qui est pour les livraisons sécurisées à domicile. Voilà, c'est une tentative aussi. Je crois pas que ça ait trop pris en France, par exemple, mais il y a des pays où ça prend un peu plus, pourquoi pas. Et comme je dis, hein, c'est des tentatives. Si ça ne prend pas, c'est pas grave. Ils auront essayé, ils auront été mis de bout en bout, ils auront eu plein d'enseignements, ils auront appris plein de choses en cours de route. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut pas faire ça? Est-ce que l'électronique, ça tient très bien en extérieur? Bah, en fait, on sait le faire. Maintenant, est-ce que c'est prévu pour du 2 ans, 4 ans, 10 ans? Typiquement, les batteries de robots ont été énormément améliorées grâce à ce genre de choses aussi. Parce que ils avaient une telle utilisation intensive des robots ils ont fait doubler la batterie des robots via le conducteur. Ouais, ils ont réussi à faire ça, ils ont aussi mis des pressions pour ça. Et enfin, la diversification, donc croissance internationale, nouvelles lignes produits, acquisition de Whole Foods. Donc pareil, là, commencent à faire de la vente alimentaire. Donc, alors, quand vous passez sur Amazon, normalement, quand vous passez une commande ou une commande alimentaire, c'est deux commandes différentes, vous ne pouvez pas les mélanger. Euh, Bah, c'est une tentative aussi, et ça marche oui quand même, ça marche pas mal, c'est-à-dire que indépendamment ça marche, mais ça n'a pas autant d'ampleur que le reste, forcément. Enfin, forcément, on verra bien. Oui, voilà, c'est ça. Les magasins s'encaissent aussi. De la même manière, ils ont tenté Amazon Go, où on pouvait, en fait, juste, enfin, on va dans le supermarché, on ouvre les armoires, on prend le produit, et en partant, on va être, enfin, la carte bancaire va être directement, va payer automatiquement pour ce qu'on a pris. Donc, ils vont détecter tous les éléments qui sortent des casiers, ou si on les rentrait, et quand on passe la porte, ça nous paye quelques temps après, enfin, dans l'instant. Eux aussi, enfin aussi, ils vont viser de la réalité augmentée et de la vérité virtuelle. Ils ont tenté des choses, ça n'a pas trop pris à ma connaissance pour l'instant, mais pareil, c'est tentative, donc à voir dans les années à venir si ça prendra ou pas. Comme je dis, hein, je suis très curieux, et c'est vrai que les promesses comme ça, c'est toujours intéressant. Et après, la soutenabilité, donc l'engagement écologique, le Climate Pledge. Donc ça, c'est un. Alors, je vous ai mis l'objectif, hein, zéro émission nette de carbone d'ici 2040. C'est aussi. Alors, c'est pas forcément du greenwashing tel quel, même si on pourrait le supposer, hein, enfin, on peut le supposer, de toute façon, en tout cas. À voir ce que ça donne, à voir vraiment dans les faits ce que ça change. Il y a eu pas mal d'investissements massifs qui ont été faits. Je n'ai aucune idée si ça va pouvoir être respecté ou pas. Mais en tout cas, il y a une tentative. Donc, je le note quand même. Et avec ça, ça met fin à la petite histoire d'Amazon. Pas mal de décisions, pas mal de prises de risques aussi, mine de rien. J'ai pas pu noter tous les flops qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait beaucoup aussi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et déjà que là, on va être quasiment à une demi-heure de vidéo juste pour finalement le Happy Pass, hein, donc le chemin presque vertueux là. Moi, ça m'intéresse énormément en termes d'histoire, parce que justement, c'est aussi ce que j'adore faire, c'est remettre bah, le client final, pourquoi il a un besoin qui est répondu, est-ce qu'il est bien répondu. J'adore faire ce genre de choses parce que c'est un peu bah, mon travail en réalité, prendre le recul, savoir quelle est la bonne décision ou pas, comment on peut remettre bah, la technique dans les mains du client. Parce que souvent, malheureusement, quand on travaille pendant 6 mois, 1 an, 2 ans parfois, on est la tête dans le guidon, on ne se rend plus compte, on ne travaille plus qu'avec un persona, donc un client qui est un petit peu abstrait, et on perd totalement la notion de qui est ce client. Et bah là, en fait, avec ces étapes qu'ils ont fait, les choix, à chaque fois, ils ont essayé de remettre bah, les recommandations, c'est ça qui est la plus-value pour nos clients. Ok, aujourd'hui, on est stable sur la recommandation. Est-ce qu'on peut en faire autre chose? Ok, on va accélérer, on va passer de 3 jours à 1 jour les livraisons, etc., etc. Comment on peut améliorer encore, encore, encore? Etc. C'est plein de micro-itérations qui arrivent à un objectif, celui de la version du client. On a des améliorations aussi internes pour accélérer les choses, pour améliorer les choses en interne dans les équipes, mais c'est vraiment le client qui, au final, va avoir toutes les répercussions. Et si ça vous intéresse en tant que CEO ou même CTO,
Vous pouvez prendre un call gratuit avec moi dans la description. Mon but, c'est d'essayer de vous prendre un peu de recul. Donc, si j'arrive à vous prendre même un chouïa de recul pour vous permettre de reprendre une décision un peu plus éclairée, moi, ce sera bingo. C'est ça qui m'intéresse. Et puis, c'est vraiment extrêmement intéressant quoi, de toujours remettre enfin, la vision utilisateur et l'expérience utilisateur en avant et en amont. Enfin, en avant. Bref. Et j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Salut.